10 ans après la disparition prématurée de Pierre Bourdieu, son œuvre a acquis le statut de classique, sans cesser pour autant d'être utilisée comme un programme de recherche. Elle continue de susciter un intérêt dans des disciplines variées, de la littérature à la science politique, en passant par l'histoire et l'anthropologie, et d'attirer de nouvelles générations de chercheurs qui la mettent à l'épreuve sur de nouveaux objets, du colonialisme à la mondialisation et à la construction européenne, des transformations des élites aux nouvelles formes d'encadrement des classes populaires, des mouvements sociaux à la circulation internationale des idées. La publication d'inédits, comme les cours qu'il a dispensés au Collège de France entre 89 et 92 sur l'État, qui viennent de paraître en coédition entre Le Seuil et les éditions Raison d'Agir, alimente cette actualité autour de son œuvre dont témoignera sans aucun doute cette journée. Je voudrais juste dire que par-delà l'innovation théorique, qui tire sa force du fait qu'elle s'est construite dans un va-et-vient constant avec la recherche empirique, la démarche de Bourdieu se caractérise par une manière de faire de la recherche dont le cours sur l'État, établi à partir de retranscriptions d'enregistrements, porte la trace. Ceux qui ont eu la chance de le connaître, de travailler avec lui, y retrouvent derrière le penseur l'homme inquiet, qui doutait, ne cessait de se remettre en cause dans une exigence extrême et un constant travail de réflexivité, mais aussi celui qui savait, dans son enseignement, manier l'ironie avec un art qu'il réservait à ses écrits de combat. Dans un des cours, il explique à ses auditeurs que l'enseignement est fait pour dire ce qu'on ne peut pas écrire. Il avait en effet une sorte de pudeur, de retenue dans l'écriture qui lui faisait gommer toute trace d'oralité et de doute dans ses écrits scientifiques. Les cours portent aussi la trace de la préoccupation de Bourdieu pour l'enseignement et la transmission du métier de chercheur, dont il avait une conception pratique proche de l'apprentissage, sous forme d'ateliers, de discussions de travail. La recherche est une pratique coutumière dont l'apprentissage se fait par l'exemple, écrit-il dans la science de la science et réflexivité. Il invitait ses doctorants, dont j'étais à l'époque, à le considérer comme un entraîneur plutôt que comme un maître à penser. Toute transcription, on le sait, est une transformation, qu'on le veuille ou non. Mieux, une intrusion, toujours un peu arbitraire, pour reprendre les expressions de Bourdieu à propos de la transcription des entretiens. Reste donc à expliciter les principes de la déformation. Le premier a été de rendre le texte le plus clair possible par des artifices graphiques et rhétoriques que la pragmatique de l'écriture et du dessin autorise. La forme et le volume de l'ouvrage, le graphisme et les couleurs de la couverture, la typographie rappellent celle de La misère du monde, ouvrage conçu, réalisé au même moment que les cours sur l'État, et qui, comme les numéros d'actes de la recherche ou les ouvrages de la collection des livres publiés quelques années plus tard par Raison d'Agir, porte la marque de Bourdieu et sa volonté de diffuser les analyses sociologiques au-delà du cercle des spécialistes. La composition, les titres, les découpages en paragraphes, la ponctuation, la longueur des phrases, les parenthèses sont autant de procédés qui supposent des choix. Et notre choix a été le public plus élargi que celui des initiés de toutes sortes. Les licences propres à la transmission orale ont été nettoyées, pour reprendre un terme de Bourdieu, afin de faciliter la lecture, mais aussi pour maintenir la tenue du propos, ce à quoi, nous le savons, il tenait plus que tout. Les index, les notes en bas de page et non en fin de volume, la mention des ouvrages consultés par Bourdieu poursuivent les mêmes objectifs qui, il convient de le signaler, étaient de faire ni une édition critique, ni toute autre forme de publication érudite et savante, mais d'établir ce qu'on pourrait appeler un texte de base le plus fiable possible, à tout le moins qui sert de base et de référence et qui atteste le travail de Bourdieu et son immense effort de pensée en actes. En effet, le deuxième principe que nous avons tenté d'appliquer est de respecter le caractère oral des leçons. Il ne faut pas y voir un quelconque fétichisme de la parole donnée, dont on sait que sa traduction scripturale est quasi ontologiquement infidèle, puisque les signes non écrits, qu'ils soient verbaux ou non verbaux, indiquent comment un énoncé doit être interprété. Mais tenter, autant que faire se peut, et dans des conditions qui rendent ces cours quasi audibles, si l'on peut dire, grâce aux artifices du graphisme et de l'écriture, était une nécessité éditoriale, mais aussi le témoignage de notre fidélité. Bourdieu était bien conscient de ce qu'impliquait la transmission orale,
qui, lorsqu'elle s'accomplit, implique une appropriation immédiate, quasi pré-réflexive, plus proche de la croyance et de la reconnaissance que de la connaissance et de l'acquisition réflexive, qui, s'agissant des choses de la logique, suppose presque nécessairement l'écrit, grâce au retour et au détour qu'il permet. De sorte qu'on peut se demander si ce parler écrit, selon son expression, et qui caractérisait sa manière de communiquer dans ses cours, et que nous avons tenté, tant bien que mal, de conserver, tous ceux et celles qui ont participé à cette entreprise, nous trois, ainsi que Jérôme Bourdieu, Marie-Christine Rivière et Jocelyne Plichaud, n'est pas, au moins à certains égards, un mode relativement adéquat de communication scientifique, parce qu'au plus près de la logique pratique de la recherche, telle que la concevait Bourdieu. Ce parler écrit qu'il ne s'autorisait pas à publier comme tel, tant il était convaincu de la suprématie de l'écrit, du moins tel qu'il aurait écrivait. Cette restitution écrite du discours parlé, en ce sens, n'est peut-être pas aussi arbitraire qu'on pouvait le craindre, dès lors qu'elle s'assume comme telle, c'est-à-dire qu'elle est effectuée dans les conditions éditoriales qui la rendent possible. Elle semble parfois plus ajustée aux intentions inséparablement scientifiques et didactiques de Bourdieu dans ses cours et plus généralement dans ses interventions orales que les versions maintes fois retravaillées et resserrées auxquelles il procédait parfois, la logique interne du discours s'éloignant nécessairement de celle de la recherche en train de se faire, de se défaire et de se refaire, de la recherche en acte, comme il aimait à dire. On pourrait citer aussi, évidemment, l'influence de tout un ensemble de facteurs beaucoup plus politiques ou plus contextuels en réalité. 1989, la célébration du bicentenaire de la Révolution française et tout le cours sur l'État porte la trace de cette volonté de penser l'État qui se commémore à l'époque et de penser l'histoire qui est faite de cet État avec en particulier un dialogue ou plutôt un débat ouvert avec François Furet et les historiens de l'époque, dont on trouvera ensuite un prolongement dans un texte des Actes sur l'histoire en 1994. Il faudrait aussi citer, même si on ne l'a pas fait dans la situation du cours, puisqu'on s'est limité à l'œuvre pour ne pas s'embarquer dans une gigantesque fresque du contexte historique, il faudrait citer malgré tout la chute du mur de Berlin, le début de la guerre en Yougoslavie et la dissolution de cet État. Il y a un passage où Bourdieu dit voilà, j'ai essayé de penser l'État en pensant la jeunesse de l'État. J'aurais pu aussi prendre l'exemple de la dissolution et de la destruction de l'État. Et il y avait en arrière-plan, à plusieurs reprises dans le cours, c'est signalé, la volonté de penser cette destruction d'un État très proche, au moment même où l'Europe, elle, au contraire, essaie de se construire. Finalement, non pas des ambiguïtés, mais peut-être l'émergence de thématiques qui tiennent sans doute à l'ambivalence de l'État, que Bourdieu s'est forcé de penser dans ce cours, qui est finalement le passage d'une théorie des champs et l'émergence d'un métachant. Je vous renvoie au texte que l'on a publié en janvier 2012, ce mois-ci, un texte inédit qui était une base de cours au Collège de France en 1986, sur justement l'émergence d'un champ des champs, d'un métachant, et l'application de ces concepts, notamment de capital symbolique, pouvoir symbolique, à des domaines peu usités pour lui, qui ne sont pas des champs au sens strict. L'État, c'est pas un champ, effectivement. Le champ bureaucratique recoupe une partie de ce domaine. Le champ du pouvoir est beaucoup plus large. Quant au champ politique, c'est un ensemble d'organisations, d'institutions un peu différentes. Mais l'application de cette notion de capital symbolique, de pouvoir symbolique, à un domaine beaucoup plus flou, beaucoup plus ambigu, et qui constitue, à mon sens, au-delà de toute tentative de formalisation, de modélisation d'une théorie des champs, une ouverture plus profonde à une réflexion sur les principes de la légitimité, des fondements du pouvoir, qui est quelque part parfois un peu inhabituel de rencontrer chez Bourdieu dans ce contexte-là.